Merci de prendre le rendez-vous de l'économie sur SICA. Voici le sommaire. Bientôt des travaux de rénovation du barrage hydroélectrique de Kariba grâce à un accord de financement international. En Zambie, 4000 emplois se trouvent menacés par une décision canadienne à la mine de cuivre de Lumwana dans le nord-ouest. La question du faible taux de bancarisation que connaît le continent africain a été abordée à Abidjan lors d'un conseil fédéral des banques. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de l'économie. Des travaux urgents de rénovation du grand barrage hydroélectrique de Kariba entre le Zimbabwe et la Zambie vont démarrer cette année grâce à un accord de financement international signé vendredi dernier. Ces travaux de rénovation visent à éviter une catastrophe due à une possible rupture du barrage qui pourrait causer des inondations régionales dévastatrices, d'importantes pertes humaines et des dégâts économiques. Les détails. Situé à 400 km en aval environ des célèbres chutes Victoria, le barrage sur le fleuve Zambèze a été construit en 1959. La rénovation va durer de 8 à 10 ans et coûter près de 300 millions de dollars. En principe, la Zambie et le Zimbabwe ont obtenu des prêts, 100 millions de dollars de l'Union européenne, 75 millions de la Banque mondiale, 75 millions de la Banque africaine de développement et 25 millions de la Suède. Le barrage est exceptionnel par ses dimensions, 617 mètres de longueur sur 128 mètres de haut, par la taille de son lac et par sa forme. Sa retenue de 181 milliards de mètres cubes d'eau en fait le plus grand lac artificiel du monde en termes de capacité de stockage. Chapeauté par l'autorité du fleuve Zambèze, il alimente 2 centrales électriques, l'une rive gauche au Zimbabwe d'une capacité de 750 MW et l'autre rive droite en Zambie d'une capacité entre 600 à 720 MW. La réhabilitation du barrage de Kariba est une nécessité urgente pour éviter une catastrophe potentielle. Selon un rapport de la Banque mondiale, si rien n'est fait, une possible rupture du barrage causerait des inondations régionales dévastatrices, d'importantes pertes humaines et des dégâts économiques sans précédent en aval. En bref et en images, en Zambie, 4000 emplois se trouvent menacés par une décision canadienne à la mine de cuivre de Lumwana dans le nord-ouest du pays. Des emplois que le groupe canadien Barrick Gold veut mettre à l'arrêt en représailles à une hausse d'impôts. Les autorités zambiennes ont vivement réagi à cette situation, assurant que Lusaka ne permettrait pas qu'un seul emploi minier soit perdu. Aussi, des instructions ont été données au ministre des Mines pour s'assurer que l'activité de la mine de Lumwana soit placée en maintenance. La Chambre des mines estime pour sa part que si le gouvernement persiste à maintenir la taxe de 20%, ce sont 7 milliards de dollars que le pays pourrait perdre dans les 5 prochaines années, soit 30% du PIB. Précisons que la Zambie est le 8e producteur mondial de cuivre. Pays de l'Afrique de l'Ouest, je veux dire le groupe Sifao spécialisé dans la distribution automobile et pharmaceutique en Afrique a annoncé la création avec Porsche Holding d'une co-entreprise pour la distribution de véhicules Volkswagen en Afrique de l'Est. Cette société conjointe pour l'Afrique de l'Est sera chargée d'importer et de distribuer des véhicules de tourisme ainsi que des véhicules utilitaires légers de marque Volkswagen dans 6 pays d'Afrique de l'Est, notamment le Kenya, le Malawi, l'Ouganda, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. La Fédération des associations des banques et établissements financiers de la zone UEMOA a tenu à Abidjan son conseil fédéral. Entre autres points abordés, la question du faible taux de bancarisation que connaît le continent africain. Chris Paterne à Sémian. Abidjan, poumon économique de l'Afrique de l'Ouest, une conviction devenue réalité au regard de l'attrait que suscite la capitale économique ivoirienne à l'échelle sous-régionale. Les professionnels de banques et établissements financiers de la zone UEMOA se sont donné rendez-vous au siège de la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire à l'occasion de la tenue du Conseil régional des banques.
La question du financement des économies des pays de la zone, notamment le financement du secteur privé, moteur de l'économie sous-régionale, était à l'ordre du jour. Vous savez, l'UEMOA est un groupement qui date de 1962, au titre d'abord de l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, et ensuite, après la dévaluation, au titre de l'UMOA, et qui fait un travail très important d'intégration. Je crois que c'est la plus vieille et la plus efficace, disons, organisation d'intégration dans notre continent. Et je pense que la réunion des chefs d'État qui s'est tenue récemment en janvier là, à Cotonou a montré la voie d'une accélération de l'intégration. Et cette intégration ne peut se faire que si le secteur bancaire et ses financiers dans son ensemble se portent bien. Daniel Kablan-Duncan, chef du gouvernement ivoirien, a également insisté sur la nécessité des banques à œuvrer pour l'accroissement du taux de bancarisation, jugé extrêmement faible. Près de 2 siècles après l'implantation des premières agences bancaires dans les pays africains, l'Afrique reste la région la moins bancarisée au monde. 9 Africains sur 10 n'ont pas accès aux services bancaires. La bancarisation n'est que autour de 14-15%. On doit aller plus loin. Mais par la monétique et l'utilisation donc des cellulaires, on voit que les taux de ce côté-là augmentent très vite. C'est un moyen efficace d'aller vers une plus grande bancarisation dans nos pays, comme a montré d'ailleurs le Kenya. Créé le 8 septembre 1995 à Cotonou au Bénin, le Conseil est quant à ce jour 130 membres qui ont décidé de confier les rênes de l'institution pour les 2 années à venir à l'Ivoirien Souleymane Diarra-Souba en remplacement du Burkinabé Pierre Zerbo. Au Nigeria, l'insurrection islamiste de Boko Haram qui ensanglante le nord-est du pays et les pays voisins a durement touché l'industrie régionale de la pêche. Ceci a entraîné une pénurie et une flambée des prix dans la région. La ville de Maïdougouri, où est né le mouvement islamiste en 2002, est particulièrement affectée. L'approvisionnement en poissons y est interrompu et les prix se sont envolés. Une barquette de poissons se vend désormais à 15 000 naira, soit 65 €, contre 9 000 naira auparavant. Hors du continent africain, la liste définitive des réformes proposées par la Grèce à ses créanciers sera soumise à Bruxelles ce mardi. Cette liste comprendra un volet de dépenses sociales et des mesures structurelles, d'après une source gouvernementale. Voici les détails. Une conférence téléphonique se tiendra mardi après-midi entre les ministres des Finances de l'Eurogroupe. L'objectif est d'examiner le détail des propositions grecques dont dépend la validation du prolongement de l'aide financière au pays. La liste comprendra toutes les promesses électorales de la gauche radicale Syriza concernant les mesures sociales d'urgence pour aider les plus vulnérables. Parmi les mesures annoncées figurait notamment la fourniture de l'électricité gratuite à 300 000 familles dans le besoin. Sont également prises en compte l'accès gratuit aux services de soins, distribution de coupons d'aide alimentaire et de transport pour les plus modestes, ainsi qu'un soutien financier spécifique aux retraités touchant de faibles pensions. D'autres propositions pourraient susciter le débat avec les créanciers de la Grèce, comme le blocage des saisies de la résidence principale et des mesures incitatives au paiement des arriérés d'impôts et d'emprunts bancaires, passant par un effacement d'une partie des sommes dues. Le volet structurel est plus consensuel et était attendu. Système fiscal juste, lutte contre l'évasion fiscale et la corruption, contre la contrebande d'essence et de cigarettes, réorganisation de la fonction publique pour diminuer la bureaucratie. Ouvrons à présent la deuxième partie de ce journal de l'économie. Voici l'invité du jour. Soléat, bonjour. Bonjour, monsieur. Analyste financier au cabinet FMIS basé à Cotonou au Bénin. Avec vous, nous allons nous intéresser aujourd'hui au portefeuille boursier. Dites-nous déjà ce que c'est qu'un portefeuille boursier. Un portefeuille boursier, c'est une collection d'actifs financiers détenus par un individu ou un établissement. Et parlons de l'utilité du portefeuille boursier. Le portefeuille boursier, de par sa qualité, exige de l'investisseur une rigueur, de la précaution et aussi de la logique dans le choix des actions qu'il désire acheter. Il faut aussi dire que la principale caractéristique du portefeuille d'actions, c'est son degré de diversification. Parce que ce degré de diversification permet de réduire les risques, d'évaluer la rentabilité
et aussi de parler de la volatilité, c'est-à-dire l'évolution des cours d'une action sur le marché boursier. Il faut dire aussi que la principale caractéristique, le degré de diversification, est très important, d'autant plus que nous avons remarqué que lorsqu'un investisseur investit uniquement dans un seul domaine, lorsqu'il y a des, lorsqu'il y a des faiblesses économiques dans ce domaine-là, l'investisseur sent tout de suite sur son investissement cette perte-là. Mais lorsqu'il varie son investissement, il investit dans plusieurs secteurs, il arrive à compenser et à ajuster ses pertes. Il faut aussi dire que la répartition du portefeuille est un aspect très crucial en parlant de placement boursier. Et de cette répartition-là dépend du degré d'aversion au risque de l'investisseur. Nous avons donc 3 types de répartition. Nous avons une répartition équilibrée. Et dans ce cas, l'investisseur a vraiment diversifié ses placements et il y a une bonne rentabilité et le risque est limité. Nous avons une autre répartition qu'on appelle répartition dynamique. Et dans ce cas-là, l'investisseur, il augmente les risques. Il investit plus sur des entreprises qui sont en train d'évoluer, des entreprises qui sont en pleine restructuration. Donc, le risque est grand. Mais la particularité, c'est que si son investissement s'avère être juste, le gain est vraiment rentable. Il y a une grande rentabilité à ce niveau-là. Une troisième répartition, c'est la répartition dite répartition de sécurité. Et là, dans ce cas, l'investisseur, il investit sur des entreprises qui ne sont pas trop affectées par les événements économiques. Donc, ce sont les 3 types de répartition que nous avons. Merci Soliat, vous restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons analyser quelques tendances du marché boursier. Aujourd'hui, nous allons regarder du côté de l'Afrique du Sud et de la Belgique. Tout à fait. Donc, nous avons FTSE-JSE, l'indice phare de la place boursière de Johannesburg, 53 364,87 avec une variation de plus 0,05. Et cette performance positive-là est soutenue par Cashbuild Ltd, une entreprise de vente en détail de biens de consommation qui a plus 6,81% aujourd'hui. Nous avons aussi Montauk Holding Ltd, qui évolue dans le secteur de l'énergie, qui a plus 4,62% aujourd'hui. Passons aux bourses européennes. Nous avons le BEL 20, 3646 avec une variation de moins 0,32%. Et il faut dire qu'aujourd'hui, les bourses européennes ont marqué une pause en général dans l'attente de déceler dans les propos de Janet Yellen, présidente de la Réserve fédérale américaine, qui a un discours ce soir à 15 h, dans l'attente donc de déceler des indices du calendrier du révèlement des taux d'intérêt aux États-Unis. Merci Soliat pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes analyste financier au cabinet FMIS basé à Cotonou au Bénin. Merci d'être venu sur ce plateau. Quant à vous, mesdames, messieurs, merci de